Des chevaux au galop. Un parfum de liberté souffle sur ce pays, situé entre terre et mer, la Camargue. Vastes étendues à l'image des grands espaces américains. Nous sommes ici, dans le delta du Rhône. 1500 km² à cheval entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Ici, on élève des chevaux et des taureaux dans la zone humide la plus étendue de France. Ce sont les cow-boys, on dit ici les gardians. A priori, personne ne conteste le caractère brut et sauvage de la Camargue. Pourtant, ce paysage a bien été façonné par l'homme qui a su gérer intelligemment les eaux douces du Rhône et celles salées de la Méditerranée. Un roman écrit par des pionniers tombés fous amoureux de cette terre, autrefois si hostile. Confrontés aux crues et aux intrusions salines, ils ont construit un espace où l'homme trouve toute sa place. Mais aujourd'hui, le changement climatique remet en question cet équilibre. La mer elle nous a pris 75 mètres en 40 ans. Tempête, crues dévastatrices, le territoire n'est pas épargné. Face à face, des hommes aux visions différentes de l'avenir du pays. Des caractères forts comme Florian Collomb de Donnan, digne héritier des fondateurs de la Camargue, telle qu'on la connaît désormais. On nous parle toujours de renaturation, tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est de l'abandon des territoires. Christian Hayet, la mère des Saintes-Maries-de-la-Mer. Jean Jalbert, le scientifique qui voudrait voir ce territoire devenir plus résilient. On est face à une injonction, je ne vois pas d'autre issue, d'écrire un nouveau chapitre de cette histoire qui sera le récit de l'adaptation et de la résilience. Au milieu, coule le fleuve qui charrie de belles histoires et désormais 2 visions de la Camargue de demain. Lever de soleil sur la Camargue, au moment où la nature se réveille et se révèle. Un spectacle son et lumière que ne rateraient pour rien au monde Jacques Blondel et Frédéric Lamoureux. Deux passionnés, 2 amoureux de cet environnement qui se décline en quelques symboles. La Camargue, c'est les flamands, les taureaux, les chevaux, les arlésiennes, l'église des Saintes et Fred. C'est ça la Camargue. Écoute, ouais. Moi j'aurais dit Jacques, mais après... C'est bon, c'est bien. Nous sommes au cœur de l'hiver. De décembre au printemps, les marais salants se transforment en club de rencontres. Les couples de flamands se forment et jouent une chorégraphie aussi minutieuse que poétique. Parade amoureuse, c'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre à tous les flamands de trouver leur partenaire pour la saison de reproduction à venir. C'est une danse, hein. Vous voyez, le coup va de droite à gauche, comme ça, de manière très mécanique. Après, ils vont pas tarder à ouvrir leurs ailes, ça y est, voilà, hop, là, ils montrent leur couleur. Puis après, il va y avoir d'autres mouvements, il y aura une courbette, ils vont se gratter, ils vont taper du sol, voilà, courbette en avant. Pour Frédéric Lamoureux, les flamants roses n'ont aucun secret. Depuis le temps qu'il les observe, lui qui a grandi ici aux côtés de son grand-père, qui a créé ce parc ornithologique au début des années 70. Alors, il y a déjà beaucoup d'oiseaux qui sont en couple, mais ça continue, il y a encore un groupe d'oiseaux qui paradent, là. Et ça va rythmer, en fait, tout l'hiver.
jusqu'à ce que chacun ait trouvé son ou sa partenaire pour la saison à venir. Parce qu'en fait, les flamands changent de partenaire chaque année. Ah, voilà, là, on a un couple, ici, voilà, qui s'avance, là. L'hiver, on est entre 38 et 40 000 flamands. Ouais, c'est ça, et vrai, oui. printemps-été, on est entre 45 et 50 000. Le flamand, il disparaît pas du tout. Il se porte bien, il est en pleine forme. Pour bien observer ces oiseaux, souvent farouches, il faut se déplacer en silence. Image en cinémascope, dans cet abri où Jacques Blondel a passé de longues journées, quelles que soient les saisons. À 85 ans, il se réveille encore avant l'aube. Observer la nature, c'est voir que tout change en permanence, sur des périodes de quelques années. Ouais. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis en Camargue, j'ai vu des tas de changements. En fait, c'est un milieu qui est résilient, ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire la possibilité de système écologique de résister aux perturbations, de se renouveler, de se recomposer. Sentinelle de la nature, il guette les moindres bouleversements de la Camargue. Tiens, Ragondin, regarde Ragondin. Au milieu, là. Ouais. Sa tête en l'air comme ça. On est tout le temps à l'écoute, aux aguets, on voit les petites ombres bouger. En fait, on est des témoins, quoi. On est tout le temps là. Regardez, c'est beau, là-bas, le vol de grue. Le vol de grue, là-bas. Les grues sont apparues au début des années 2000. Avant, jamais elles ne se posaient ici. Leur nombre va crescendo. À la mi-janvier, on en dénombrait déjà 27 000 environ. On parle toujours d'espèces qui disparaissent de Camargue, qui partent de Camargue, mais il faut aussi parler d'espèces qui arrivent en Camargue et qui viennent prendre la place vacante. Et à l'inverse, il y a des trucs qui disparaissent. Le milouin, pas complètement, mais le morillon, complètement. Tu sais qu'avant, on avait des bandes de 800 à 2000 sur les temps. Ça, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Parce que le morillon reste plus au nord. Ouais, c'est ça. Les oiseaux, globalement, ils vont s'adapter. Le flamand, qui est l'exemple pour moi type de l'adaptation aux zones humides méditerranéennes, le flamand, il est capable de se mouvoir dans des eaux douces, dans des eaux très salées, puisqu'il niche quand même dans des eaux qui sont à quasiment 80 grammes de sel au litre, dans des salins. L'homme a du mal à accepter les changements. Voilà. C'est une des principales leçons que la nature peut lui apporter, c'est qu'il faut comprendre le changement, s'y adapter, le respecter et puis vivre avec. Ouais. Voilà. La Camargue est un territoire sensible, vulnérable à la montée des eaux, et pour cause. 4000 ans avant Jésus-Christ, la Méditerranée recouvrait une grande partie de la région. La mer s'est retirée, laissant apparaître une terre à fleur d'eau. Avec des inondations fréquentes, comme celle de 1856. Seule trace de cette crue millénale, ce tableau où l'on voit Napoléon III sur les lieux à Arles. Le début d'une nouvelle ère, avec des aménagements importants pour canaliser les eaux salées et douces. La Camargue, située entre les bras du Rhône, est endiguée sur 3 faces. L'histoire s'écrit alors avec les sauniers, qui exploitent le sel, et les gardians, qui élèvent des taureaux et des chevaux. Nous sommes à la manade du Grand Radeau. C'est l'une des 130 exploitations de ce genre qui existent sur les territoires. Donc là, on va commencer à aller donner à manger aux taureaux. Donc on rentre dans le pré des mâles. Et dans ce pré-là, il y a tous les taureaux qui travaillent. C'est-à-dire ils ont de 3 ans à 16 ans. Et ce sont les taureaux qui vont dans les arènes pour les courses camarguaises. Et voilà nos mâles. Nous sommes ici avec la famille Reynaud. Frédéric, le père, Aude, la cadette, et Aurélie, la fille aînée. C'est elle qui accompagne les touristes et leur raconte leur vie auprès des vaches et des taureaux. 6e génération déjà. C'est le plus ancien élevage de taureaux de Camargue.
Leur aïeul avait démarré avec seulement quelques bêtes. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 250 bovins qui pâturent ici. La course camarguaise, c'est vraiment un sport, donc nous, on cherche à ce qu'ils soient sportifs, athlétiques, on les engraisse pas. C'est pour ça aussi qu'ils sont gardés le plus sauvages possible, pour qu'ils aient un instinct et une envie de combattre, de jouer avec l'homme naturellement. Il n'y a pas de mise à mort dans Il n'y a pas de mise à mort, non. La course camarguaise, c'est un sport où le taureau reste 15 minutes dans l'arène. Il est face à une dizaine d'hommes. Et en fait, ces hommes-là, on les appelle des raseteurs, parce qu'ils rasent le taureau, ils rasent la tête du taureau. Parce que sur la tête du taureau, nous, on a placé certains objets qui ont une valeur pécuniaire. Et du coup, les raseteurs, quand ils arrivent à l'enlever, ils gagnent de l'argent. Au bout des 15 minutes, même s'il reste encore des objets sur ses cornes, le taureau rentre au tauril. Et nous, le soir, on le ramène chez nous. Et on lui laisse 1 mois de repos avant sa prochaine sortie. Mais pour être costaud et défier l'homme dans les arènes, les taureaux doivent être bien nourris, ce qui devient d'année en année beaucoup plus difficile. Au plus la planète se réchauffe, au plus la mer avance, au plus les étangs se remplissent et la terre se réduit de plus en plus. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'au printemps, s'il ne pleut pas, le sel remonte dans toutes les terres et nous tue toute l'herbe. Et on est obligé d'affourager 8 mois par an parce que l'herbe ne pousse plus à cause des remontées de sel. Un sel qui stérilise ses prairies. Pas facile dans ces conditions d'imaginer sereinement l'avenir. La Manade possède heureusement des terres à 20 km d'ici, juste à proximité du fleuve. Mais la quantité produite ne suffit pas à nourrir ses bêtes. Il faut 500 tonnes chaque année. Aujourd'hui, sans le tourisme, l'exploitation ne survivrait pas. Et là, on est en pleine période des naissances. Il y en a qui ont quelques jours, il y en a qui ont 2 semaines grand maximum. Donc voilà, c'est le moment où nous, on y va matin et soir pour repérer les nouveaux veaux, pour savoir si c'est un mâle ou une femelle et l'associer à la mère. Et comme ça, on commence déjà là à suivre notre génétique et nos familles. Jusqu'à quand les sécheresses qui s'installent pourraient compromettre l'avenir de la Manade. Mais ce n'est pas le seul effet du réchauffement planétaire auquel ils sont désormais confrontés. L'exploitation est située sur la ligne de front d'un autre danger, la montée des eaux. Ici, on se rappelle d'un terrible événement survenu il y a plus de 40 ans. Tempête violente que le pays n'avait jamais connue. Les digues craquent de partout, 4 autres brèches se sont ouvertes, les hélicoptères tentent de les colmater alors que la première est toujours béante. 3 jours de pluies intenses avec des vents à plus de 140 km/h. La Camargue est sous les eaux. Branle-bas de combat pour les services de secours qui sont débordés. Alors en 82, quand la mère est rentrée, on a perdu une trentaine de vaches. L'année suivante, celles qui restaient ont toutes avorté. Il y a un risque que ça se reproduise encore puisque la mer continue à monter. Alors on a des protections. La municipalité nous a construit des dunes de sable récemment. Donc on a des protections, mais la mer peut nous inonder à nouveau à tout instant, ça c'est sûr. Des 1000 hectares qu'ils louent à la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer ou au Conservatoire du Littoral, il ne reste aujourd'hui que 850 hectares. La famille nous emmène ici sur la ligne de front, là où les vagues attaquent la propriété. Là, aujourd'hui, elle est particulièrement forte quand même. Ça fait partie des gros jours, là. C'est des grosses inquiétudes. Quand on est au bâtiment là-bas au mas, on est à 1 km de la mer et on l'entend. Donc toute la journée, on l'écoute, on la surveille. On regarde les niveaux des étangs, voir s'ils montent ou pas. La dernière fois où elle nous a beaucoup inondés, il y a 3 ans, à 7h du matin, il n'y avait rien. À 7h30, elle arrivait dans la cour du mas. Donc ça va très très vite. Regarde tous les morceaux de rochers, la digue qui disparaît petit à petit. Ces petits rochers, c'est des fragments de la digue. Et petit à petit, la force de la mer les a brisés. La digue et les épis ne sont plus entretenus. À force d'être attaqués,
Il s'affaisse et laisse l'eau salée s'infiltrer. Cette digue que vous voyez là, la mer était à 75 mètres de la digue. Ils l'ont faite en 85. Vous voyez, là maintenant, la mer est venue là. Même elle dépasse la digue, dont elle nous a pris 75 mètres en 40 ans. Mais pourquoi la digue n'est-elle plus entretenue? Pour quelles raisons est-elle abandonnée? Alors que l'on pourrait imaginer une famille en colère contre la passivité des autorités, on découvre un discours pragmatique. Ici, il n'y a pas un grand enjeu humain en termes d'habitat, parce qu'on n'est que 3 habitants à vivre ici. C'est plus pour la qualité des paysages et pour nos vaches, mais ça représenterait vraiment un investissement illogique pour ce que ça pourrait protéger. Même si pour nous, ça nous tient énormément à cœur. C'est un endroit qu'on adore et qu'on veut préserver le plus longtemps possible. Mais on comprend très bien qu'au niveau national, il y a des endroits où il y a quand même plus d'enjeux. L'héritage que vous offrez à vos filles est délicat. L'héritage est délicat et c'est pour cette raison que nous cherchons des terres pour essayer de nous retirer un peu, surtout l'hiver. L'hiver pour aller mettre les bêtes un peu loin de la mer pour qu'elles puissent se nourrir. Vous avez des terres à 10 km de la mer où maintenant il y a des plaques de sel parce qu'il ne pleut pas beaucoup, il pleut de moins en moins, donc le sel gagne sur les terres de plus en plus et nous tue toute l'herbe. Il faut qu'on soit toujours positif et toujours optimiste, c'est le métier d'agriculteur. Mais il faut quand même qu'on soit réaliste sur ce qui se passe dans le monde entier et en particularité ici en Camargue sur le réchauffement climatique et la montée des eaux, quoi. En attendant, les héritières cherchent d'autres terrains plus à l'abri des submersions marines. Mais ici, le foncier disponible est rare et très cher. C'est difficile, mais on a aussi un sacré challenge à relever, quoi. Parce que la manade existe depuis 1904, elle est dans notre famille. Donc on ne veut pas que ce soit nous qui la faisions disparaître à cause de la nature ou de notre travail. Donc on se bouge, on cherche, on réfléchit, on essaye d'avoir des projets, des nouveautés et de sauver nos animaux et l'élevage qu'a construit notre famille depuis plusieurs générations. Quelle est la plus combattante des deux? On se complète. Ouais, on se complète beaucoup toutes les deux. On a chacune nos caractères et nos particularités qui fait qu'on se complète bien. Respirer un peu. Pour reprendre dans un tel contexte l'exploitation, il faut un sacré caractère. Les 2 sœurs et leur père n'en manquent pas. Ce jour-là, avec des amis et voisins, ils organisent une opération qu'ils vont renouveler plusieurs fois ces prochains mois. C'est la sélection des taureaux qui vont participer aux courses camarguaises. Il y en a un qui ne rate rien. C'est le grand-oncle qui a dirigé pendant des décennies cette manade. C'est Jean. Il a 93 ans. Une vie entière passée à s'occuper des taureaux. Il n'a pris sa retraite qu'en 2019. L'œil avisé, il sait que ces taureaux sont vifs, nerveux et plus rapides que les bovins espagnols. Munis d'un bâton, les cavaliers tentent d'isoler un taureau de près de 500 kilos. Ensuite, ils l'accompagnent jusqu'au toril. Aude, la cadette, prend alors le relais. Pour une mission délicate, pousser le taureau jusqu'au camion. Je criais, il bougeait pas. Et d'un coup, il a tourné. Quand il a tourné, là, je suis partie, mais quand il me regardait avec ses cornets. Il me regardait pas avec ses yeux, là. Je suis on va attendre un peu. Ils ont plus de réactivité que nous. Là, pour se retourner, il aurait fallu...
Vous êtes content de voir votre petite nièce Eh ben oui, reprendre le flambeau? ça fait plaisir les deux. Les deux, oui. Eh ouais. Et après, il n'avait pas de t-shirt de faire un Ben ouais, il valait mieux que ça reste à la famille plutôt que de partir ailleurs. Ouais. Je vous assure. Après des études en sciences, Aurélie a fait le choix de vivre de sa passion, loin des laboratoires et des microscopes. Mais au plus près de cet environnement qui évolue sans cesse et qui aujourd'hui l'inquiète. Si on enlève les taureaux en Camargue, la nature va se refermer, les milieux vont se refermer, vont se faire envahir. Le fait d'envoyer de l'eau douce pour réguler un peu le sel, ça permet à certains végétaux de pousser. Et ces végétaux-là, ils permettent à des oiseaux de nicher, ils permettent le développement de beaucoup d'espèces, protégées ou non. Mais il faut quand même que l'homme agisse un minimum de manière à ce que la Camargue ne disparaisse pas complètement. Quel avenir pour la Camargue? La question obsède tous ceux qui vivent dans ce territoire, tous ceux qui font la richesse de cette terre depuis plus d'un siècle et demi. Mais le climat bouleverse le destin jusque-là maîtrisé par les hommes et les acteurs économiques. Éric Coulet est à la retraite. Ancien directeur de la réserve naturelle de Camargue, il voit le pays changer. À commencer par les oiseaux. On va pas tenter le diable, parce qu'avec le Mistral qu'il y a, elles vont être plutôt nerveuses. Voilà, on va s'arrêter le plus près possible. Vous pouvez pas les approcher plus? Non. Là, elles commencent à s'envoler. Ça veut dire qu'elles ont décidé de partir pour le dortoir. Et donc, elles ont 15 km à faire contre le vent. Dans ce pays de cocagne, les éléments peuvent se soulever et rendre parfois difficile la vie des populations. Mais jusque-là, les hommes ont su maîtriser ces vents contraires. Depuis des siècles, l'homme se bat contre la mer, contre le fleuve, etc., fait des digues. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le principal problème que nous avons, c'est que la mer, en entrant, ramène du sel et des sédiments très fins, et que par conséquent, elle est en train de tout colmater et de tout tuer en ce qui concerne la Camargue dite sauvage. De ce désordre, il existe quelques indicateurs. Dans les étangs où nous avions 60 cm d'eau, c'était la moyenne, on en a 20. Ce qui veut dire que cet étang de 20 cm de profondeur, en été, il est sec. Et s'il est sec, il n'y a plus de poissons. Et s'il n'y a plus de poissons, l'hiver d'après, il n'y a plus d'aigrettes, il n'y a plus grand-chose au niveau des hérons. Donc par conséquent, c'est tout un système qui s'enclenche et qui s'enclenche très mal. Un bouleversement sournois. Les éléments ne vont pas se déchaîner du jour au lendemain, mais le changement est bien en cours. Les gens ont l'habitude, lorsqu'on parle d'élévation des niveaux marins, de voir les grosses vagues de l'Atlantique se précipitent sur les digues, etc., etc. Ici, on aura le temps de se noyer sans rien voir, puisque la mer va rentrer par-dessous, c'est-à-dire par le sol, très lentement, centimètre par centimètre. Nous sommes ici entre deux mondes, entre mer et étang, eau douce et eau salée. Au milieu, il y a ces barrages, des barrages qui sont normalement tous entretenus. Vous avez l'air surpris? Ah oui, c'est un petit peu des principes, mais on a un gros problème d'entrée de mer. J'arrive ici, je vois que c'est ouvert et que la mer rentre. Bon, là, c'est un pipi de chat, c'est pas grave. Mais le jour où ça sera une grosse tempête, qui est-ce qui viendra fermer? Personne. On va encore prendre un paquet de flotte pour rien, quoi. L'ennemi, il est là. Alors ne lui ouvrons pas la porte. Il a déjà tendance à se glisser sous la porte. Alors si en plus on lui ouvre, alors là, on perd notre temps, là. Quand ils sont bien gérés, les barrages hydrauliques remplissent parfaitement leur rôle et permettent aux agriculteurs, aux éleveurs et aux promoteurs du tourisme de faire vivre les 15 000 habitants.
Depuis 1978, le musée de la Camargue propose une immersion au fil de l'eau et du temps. Grâce à ses photos, ses plans, le musée raconte comment les anciens ont su maîtriser et composer avec les éléments. Qui va l'emporter, l'eau douce ou l'eau salée? Oh, je pense que c'est l'eau. Ce sera l'eau. Et on sait que c'est l'enjeu de notre 21e siècle, l'eau. Le débit du Rhône va baisser considérablement dans ces prochaines 40 années. On sait que la mer va monter, donc la mer, c'est l'eau salée. Et laquelle des deux eaux l'emportera, je ne sais pas encore. Pour moi, si on veut, je pense, continuer à vivre en Camargue, il ne faudra pas vivre de la nature, mais vivre avec la nature. Et c'est ce qui était le cas il y a 150 ans des quelques habitants de ce territoire. Quand on regarde les activités qu'ils ont pu pratiquer, elles étaient simplement respectueuses de leur environnement parce qu'ils n'épuisaient pas la ressource. Ils faisaient du développement durable sans le savoir. Vraiment, pour moi, c'est la force du Camarguais, c'est la capacité de réinventer, de s'adapter. Et justement, c'est les rebondissements qui ont fait l'agilité de l'homme camarguais. Et ces rebondissements, ils sont toujours imposés par la nature. Et on est toujours là. En Camargue, il y a un lieu qui a toujours échappé à la main de l'homme, un sanctuaire. Ce jour-là, ce sont les étudiants de l'École nationale de paysage de Marseille qui viennent découvrir un environnement qui n'a pas évolué depuis des siècles. Bernard Picon est leur guide. Sociologue, il a pendant toute sa vie de chercheur au CNRS travaillé sur les politiques d'aménagement de ce territoire. Cette propriété de 700 hectares est entre Rhône et digue, donc c'est un très bon endroit pour mesurer les effets de la variation des débits du Rhône et de la montée de la mer sur le delta. Nous arrivons au domaine de la Palissade. C'est un ancien pavillon de chasse qui a été racheté par le Conservatoire du littoral. L'idée ici est d'intervenir le moins possible et d'accompagner la nature. Une nature qui, avec le réchauffement planétaire, s'emballe. Pour Bernard Picon, ce climat qui devient fou est plus délicat à gérer pour les acteurs locaux. Quand il a fallu dessaler les sols, on a irrigué. Quand il a fallu se protéger des inondations du fleuve, on a endigué, etc. C'était des problèmes qui trouvaient leur solution localement. Aujourd'hui, la remontée du niveau marin est un phénomène planétaire. Donc, pour la première fois dans leur histoire, les Camarguais n'ont pas la main, n'ont pas de prise sur ce qui leur arrive à ce niveau-là. Ici, les étudiants paysagistes découvrent les derniers vestiges de ce qu'était le delta avant la transformation du territoire. Avec des sensouirs, des roselières, des marais et des lagunes. Le monde d'hier, pas pour Jean Gelbert, qui dirige une équipe d'une 50aine d'experts et de techniciens, tous au chevet de la Camargue. On est en train de vivre ce qui, pour moi, est la fin de 150 ans d'un récit qui a été fondateur, qui a été très porteur et vécu très positivement, qui est le récit de la conquête et de la maîtrise. Après l'endiguement de la Camargue, on a vécu la maîtrise du foncier, de l'activité agricole, balnéaire, touristique, salinière, etc. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est face à une injonction, en tout cas, je ne vois pas d'autre issue, d'écrire un nouveau chapitre de cette histoire, qui sera le récit de l'adaptation et de la résilience. Tourner la page, écrire un récit différent. Le Conservatoire du littoral a déjà commencé à préparer cette nouvelle histoire. Son maître d'œuvre, François Fouchier, c'est le directeur du Conservatoire pour toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'expérimentation se déroule ici, dans ce bout de terre, avec le phare de la Gachole d'un côté et le château de Tourvieille de l'autre. Avant, ces espaces étaient voués à l'élevage de taureaux, de chevaux, à la production de riz, ainsi qu'à la récolte de sel de mer. Il n'y a aujourd'hui plus que des vasières, des lagunes, des étangs saumâtres sur près de 80% du site. Les équipes du conservatoire
ont rénové en partie le château. C'est un belvédère. Ce que je ressens, c'est d'abord une émotion très forte parce que avoir de l'altitude en Camargue, c'est extrêmement rare. Et on voit ce paysage à l'infini. Un paysage qui n'est plus protégé des assauts de la mer. Depuis plus d'une dizaine d'années, les digues ne sont plus entretenues. 6500 hectares où il n'est plus possible de créer la moindre infrastructure commerciale ou immobilière. La mission du Conservatoire du littoral, c'est de préserver les espaces naturels pour le soustraire déjà à un certain nombre d'usages, à l'urbanisation déjà, à l'artificialisation, et c'est de l'ouvrir au public également et de le maintenir comme un patrimoine commun. Revers de la médaille, partout où les digues s'affaissent ou disparaissent sous les coups de boutoir de la mer, le sel s'infiltre. Aux grandes dames de certains. Regardez-moi l'épaisseur du sel, ça c'est dans ma main. Aujourd'hui, tout ça est bouché, inentretenu. Bravo l'État, bravo les communautés publiques. On se fout du monde. Et si on veut faire de la Camargue un exemple de retraite stratégique, sachez que quand même, on va être sur votre route. Alors en fait, on nous parle toujours de renaturation, on nous parle de restructuration, tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est de l'abandon des territoires. Alors effectivement, ça c'est ce qui coûte le moins cher, hein, d'abandonner tout. Mais c'est quand même triste pour un territoire qui a été construit par l'être humain. Avec d'autres acteurs économiques de la région, Florian Colmont de Donnan s'oppose fermement au dessein du Conservatoire du littoral. Ils sont agriculteurs, éleveurs, hôteliers ou restaurateurs, et tous veulent que l'on se rappelle que l'histoire contemporaine de la Camargue a toujours été écrite par l'homme. Des pionniers, des visionnaires qui ont transformé ces territoires sauvages en terres viables. Florian Colmont de Donnan se considère comme le gardien du temple, celui qui perpétue toutes les traditions, même celles qui semblent appartenir à une autre époque. Ah, voilà une belle table, mais une table il faut quand même allumer les bougies. Parce que mon père n'aurait jamais supporté que nous vivions autrement qu'aux bougies. Pour lui, c'était un signe. C'était le signe du fait qu'il voulait que la Camargue soit peut-être visitée, certainement visitée, puisqu'il a tout fait pour ça, mais en même temps, reste quelque chose d'authentique. Disparu en 2006, son père a marqué de son empreinte ce territoire. On va dîner autour de cette table où mon père a reçu tant de gens. Son père était une figure locale qui a fondé un hôtel et l'image sauvage de la Camargue. Ici, il a invité les plus grandes personnalités françaises. Ça, c'est mes parents au moment où ils vont se marier. C'est une photo de Brassailles, qui était un ami de mon père, et qui avait photographié. Mon père n'a pas encore de barbe, puisqu'il a commencé à laisser pousser sa barbe pendant Crin Blanc. Donc c'est juste avant, c'est en 1949. Crin Blanc, le film qui va faire connaître dans le monde entier la Camargue. C'est son père, Denis, qui le réalise. Dans la maison, des photos de tournage, des figurants, des chevaux qui ont joué Crin Blanc, ou des acteurs comme Falco, l'enfant qui va s'enfuir avec son cheval. Crin Blanc, c'est le film qui change ta vie. Tu vois Crin Blanc quand t'es petit et tu te dis, c'est une espèce de rêve inaccessible. Tu te dis, il faut que je sois cet enfant sur ce cheval. Sylvie Brunel est sa compagne. Elle est géographe et écrivain. Si cette équitation de loisirs, cette équitation sentimentale, on a tellement aimé les chevaux et ces milieux naturels qui nous ont fascinés, c'est parce que Crin Blanc nous a pris par la main, nous a emmenés dans ces espaces et nous a fait avoir envie de rencontrer ce cheval qui nous porte dans cet espace infini qu'est la Camargue. Ça, c'est 5 mois avant qu'il disparaisse. Voilà. Et moi, pour moi, ça, c'est la sagesse. Et c'est ça que je retiens de mon père. Un père qui s'est battu toute sa vie pour faire vivre la Camargue. Mais la Camargue mérite d'être défendue et surtout, il ne faut pas la mettre sous cloche parce que si on la met sous cloche, eh bien, en fait, ces écosystèmes qui ne cessent d'évoluer, ils vont disparaître. Elle va s'ensauvager, elle va être rendue au sel, elle va être rendue au vent, elle va être rendue au vide. Et c'est pas ça la Camargue qu'on aime. S'ils défendent bec et ongle cette terre, c'est que le changement climatique rebat les cartes et rend l'avenir plus incertain. Il le sait,
Mais pas question pour autant de paniquer. Ça, c'est une chose auquel je tiens beaucoup, c'est qu'on ne mène pas le combat du réchauffement climatique et tout ça par la peur, mais par la préoccupation intelligente et avec le temps de réfléchir, le temps de prendre des décisions, pas de prendre des décisions trop vite. La Camargue, c'est un rêve éveillé, ça t'envoûte. Ça t'envoûte et une fois que tu es envoûté, bah, tu peux plus en partir. Le père de Florian avait des taureaux, mais le fils a conservé seulement les chevaux plus rentables. On va refermer, oui, oui. Ça va se barrer. Sortir, comme d'habitude. Allez. On y va? On y va. Allez. Chaque matin, quelle que soit la météo, Florian se prépare pour un rituel. Une balade autour de la propriété familiale. Cette selle, je crois que mon père m'a dû me la donner à ma naissance. Et depuis cette époque, elle ne m'a jamais quitté. Ah non, si elle pouvait parler, elle me raconterait beaucoup de choses. Mais pourrait-elle raconter les dernières tempêtes? Celles, par exemple, qui l'ont obligé à créer une digue qui encercle désormais toute la propriété. Il beau soleil aujourd'hui. Allez, ma petite goyave, avance. Alors tu vois, regarde, cette digue sur laquelle nous allons monter, en fait, je l'ai construite suite aux inondations d'octobre 93 et janvier 94. Un hiver particulièrement tempétueux. À plusieurs endroits, les digues sont rompues. L'eau s'y engouffre et inonde la Camargue. La majorité des terres se situe à moins d'1 mètre du niveau de la mer. À moins de se lancer dans une surenchère de digues et d'enrochements, la Camargue va se retrouver, un jour ou l'autre, sous l'eau salée. Mais à quelle échéance? 2030, 2050 ou 2100? Florian Collomb veut rester serein. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de préoccuper. Donc aujourd'hui, s'il y a une inondation et que la Camargue est un peu envahie, j'aurai le temps au moins de réagir. Ce qu'il refuse, c'est la sanctuarisation de ce territoire. Pour Florian et ceux qui défendent la Camargue telle qu'elle est aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour conserver cet équilibre entre l'homme et la nature. Impossible pour les défenseurs de cette vision séculaire d'abandonner le terrain et ses balades à cheval. Voilà, ce chemin que j'ai emprunté toute ma vie. Et j'ai toujours autant de bonheur à l'emprunter. Et alors, ils sont en train de faire la Sagne, tu sais, en ce moment. Ah oui, j'adore quand ils font la Sagne, c'est tellement beau. En petite Camargue, dans les marais, ils ne sont plus qu'une poignée de paysans à couper à la main les roseaux, la Sagne en provençal. À chaque balade, ils découvrent 1001 scènes et autant de sons d'oiseaux qu'ils identifient. Pas mal d'oiseaux, de cygnes. C'est curieux de voir arriver les cygnes en Camargue. Tu as les cygnes, tu as aussi les ibis. Oui. Les ibis noirs, il n'y en avait pas il y a 15 ans. Maintenant, il y en a des milliers. Ça n'existait pas il y a 20 ans, ça. C'est tout nouveau. Et maintenant, il y en a des milliers. Pas de nostalgie dans ses propos, juste des souvenirs d'enfants qui continuent encore de l'émerveiller. Tu as vu cette chance qu'on a aujourd'hui avec ces flamants roses qui sont en pleine saison des amours. Dans mon enfance, les flamands n'étaient pas aussi près. Ils se sont énormément habitués à notre passage, à nos chevaux, à notre présence. Regarde ce vol, comme il est beau. C'est extraordinaire de voir à la fois la parade des flamants roses et tous ces flamands qui sont avec ce chatoiement, le phénicoptère. Ou ailleurs qu'en Camargue, vous pouvez, même si vous êtes débutant, enfourcher un cheval et partir dans la nature et voir des flamants roses. Il y a peu d'endroits où c'est possible dans le monde. Un nouveau monde imaginé à l'époque par un autre membre de la famille. Le grand-père, le marquis Folco de Baroncelli. Une autre personnalité locale.
il crée le parc naturel de Camargue et donne une dimension patrimoniale aux gardiens. Jusque-là vachés, il leur donne leur lettre de noblesse. Aujourd'hui, leurs descendants leur consacrent des rassemblements, comme celui-ci. Les chevaux et les taureaux sont célébrés comme il se doit. Les meilleurs gardiens de troupeaux s'affrontent, ici, sur l'épreuve du tri des taureaux. Dextérité, maniement du cheval, que le meilleur gagne. Et voir ça, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux parce que mon père aurait été si content de voir que ça continue encore aujourd'hui. Florian est content que la culture du cheval perdure. Il revendique l'héritage de son père et de son grand-père qui ont transformé des animaux de labour en amis de l'homme. Un compagnon unique de chevauchée fantastique. Oh là là, ce cheval va très bien. Excellent cheval. Les chevaux n'étaient pas blancs avant Crin Blanc. On gardait des chevaux de couleur. Et maintenant, c'est fini. Tout le monde s'est mis aux chevaux blancs. Plus personne n'imaginerait monter un cheval autrement que blanc comme le lait. C'est un vrai bonheur, ça. C'est beau aujourd'hui avec cette poussière. Le festival Crin Blanc a repris sa vigueur après le confinement, avec des démonstrations de voltige ou de dressage. Un événement qui montre la place de ce cheval blanc dans ce territoire. Ça, c'est pas le passé, ça, c'est le présent. Et c'est l'avenir de la Camargue. C'est pour ça qu'on se bat. C'est parce qu'on aimerait bien que tout ça soit maintenu dans le temps. Il y a une vraie économie, il y a des gens qui vivent de tout ça. Il y a des gens qui ont engagé leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs descendants dans tout ça. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et c'est pour ça que nous aimons particulièrement ces territoires. Et on n'est pas du tout prêt à les laisser tomber. Et maintenant, bon salon à tout le monde. Que deviendra cette région deltaïque à la fin du siècle? L'équilibre entre l'homme et la nature sera-t-il encore possible? Et les Saintes Maries de la Mer, symbole de la résistance à la montée des eaux en Camargue, va-t-elle devenir, à l'image du Mont-Saint-Michel, une île ou une presqu'île? Difficile d'éviter cette question. Vous en avez marre qu'on vous parle de l'eau qui monte? Oh, j'entends ça depuis que je suis enfant. Donc du coup, on le sait, nous, on est prévenus. Christelle Hayet est la première femme élue des Saintes Maries de la Mer. C'est elle qui veille sur les 1500 habitants et sur les joyaux de la commune, comme l'église de Notre-Dame qui a résisté aux Sarrasins, aux Vikings ou encore aux pirates. Un symbole de la lutte contre les ennemis, quels qu'ils soient. Vous avez l'église qui est là, on va monter sur le toit. Elle a été faite entre le 9e et le 12e siècle. Donc vous voyez, il n'y a pas de carrière, donc les pierres, ils les ont emmenées une à une et on a fait une église forteresse pour pouvoir se protéger des envahisseurs qui arrivaient par la mer, justement. Donc c'est pas nouveau. Je vais vous amener, suivez-moi. Vous avez les clés? Bien sûr. Il faut toujours avoir les clés du cimetière, du musée, de l'église. C'est quand même assez important. Et voilà. Après avoir gravi une centaine de marches, la voici sur le point le plus haut de Camargue. Elle domine la ville. Alors voilà, là vous êtes sur le toit de l'église. C'est là où on a le plus beau panorama des Saintes Maries de la Mer. Notre village s'étend sur 37 000 hectares. Et en fait, là, vous apercevez que la Méditerranée est sur toute la face. Et là, à ma droite, vous avez l'ouest avec la sortie du Petit Rhône. Donc nous, les Saintois, nous sommes entourés d'eau. Et ça ne nous fait pas peur, non. Et même les jours de tempête, elle est belle, la mer. Il n'y a rien qui s'en va, il n'y a rien qui s'est... Une fois, il y a eu une photo.
Il y a la digue en béton, la promenade, elle s'est fendue, donc la mer est rentrée, c'était en 82. Donc cette photo, évidemment, ça a inondé un quartier. Une fois qu'ils ont recellé la digue, ça a été terminé. Mais des inondations, il y en a eu d'autres. Et des projections montrent que la situation va encore se dégrader. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, où les digues ont cédé sous l'assaut des vagues et où le vent a déraciné les arbres, on constate et on répare. C'est tout ce que l'on peut faire. Et je me pose la question quand je suis là, l'église a plus de 1000 ans, oui, quand même. J'espère qu'elle sera encore là dans 1000 ans. Voilà. Peut-être entourée d'eau, comme vous avez dit, mais bon, écoutez. Tout autour de la ville, des remparts, des digues, des épis, des enrochements. La commune est cernée. Coucou, ça va? Attention, ne pas vous faire mal. On n'a pas l'air en grande forme, vos enrochements, là. Ah non, non. Là, vous regardez un mauvais épi, c'est un très vieil épi qui a été abandonné. Je voulais vous montrer la différence entre un épi mal fait et abandonné depuis une trentaine d'années et un épi nouveau qui a une quinzaine d'années. C'est un des derniers que nous avons eu avec le grand épi de la plage ouest. Ça vous recrée des plages. Donc, on vous prouve qu'avec des épis, on maintient d'abord le sable et ça crée des plages. Si les enrochements sont efficaces, pourquoi l'État refuse d'en créer plus? Parce que je pense qu'il y a 55 000 km de côte en France. Et que malheureusement, un petit épi comme ça vaut vite 700 800 000 euros. Donc évidemment, par village, ça fait beaucoup. Vous n'avez aucune chance d'être protégé? Pourquoi? Ah non, j'ai toujours espéré. Et ça a continué jusqu'en 2007. Après qu'on change de politique, OK. Qui veulent responsabiliser les maires du bord du littoral, d'accord. Mais à un moment donné, quand on peut avoir un peu de protection, je ne comprends pas pourquoi on protège beaucoup les gens qui habitent au bord du Rhône. On monte des digues à coups de millions. Et nous, qui avons besoin de quelques millions, pour nous protéger pour les 100 ans à venir. Voilà. Donc c'est un choix, c'est une stratégie. Jusqu'en 2007, on a eu des aides et on a fabriqué des épis au Sainte-Marie-de-la-Mer. Après, ça s'est arrêté, après Xantia, bien sûr. Avec la tempête Xynthia en février 2010, les autorités décident de changer de politique. Fini la stratégie de défense à tout prix. Un revers pour les communes les plus vulnérables à la submersion marine. Pendant des années, on nous a protégés, puis d'un coup, non, on ne protège plus rien. C'est une stratégie complètement à l'opposé. Beaucoup ici se tournent vers Notre-Dame, espérant un miracle ou plus simplement que les cieux épargneront cette ville. La mer, elle, refuse d'abdiquer. Il y a beaucoup d'espoir au Sainte-Marie-de-la-Mer. Les gens croient aux saintes et on va se battre pour continuer à perdurer, voilà, et être là. Un vœu pieux quand on sait que la nature dicte toujours sa loi. Éric Coulet nous a donné rendez-vous au pied du phare de la Gachole, un lieu qui symbolise à ses yeux la fragilité des ouvrages de défense contre les assauts de la mer. Je garde cet exemple du phare de la Gachole pour les sceptiques. Alors c'est tout simple. Nous avions l'équivalent, un siècle avant, à Bauduc, encore bien plus haut, et il a disparu, et il est descendu verticalement dans la plage, dans l'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien aujourd'hui. Il s'agit de l'ancien phare de Faraman, qui était l'un des plus hauts de Méditerranée. L'eau s'introduit sous le bâtiment, et sous l'effet d'une vague, ressort en emmenant un peu de sable. Et encore une fois, jusqu'à ce que l'ensemble disparaissent et que le bâtiment dégringole. Donc c'est quelque chose de documenté. Et cette fin du phare, ça me sert à expliquer un petit peu que nous ne sommes pas en sécurité, même dans un engin comme ça. Forcément, pour aller au bout de son raisonnement, il tient à nous emmener au Sainte-Marie-de-la-Mer. À la question, la commune peut-elle se protéger efficacement et durablement des coups de boutoir de la Méditerranée? Sa réponse est sans équivoque. Quand on regarde ça, on se dit on est tranquille pour un sacré moment. Parce que les pierres qu'on a mises en place, là, ne vont pas bouger. Or, en fait, avec l'habitude, on sait maintenant que, insidieusement, l'eau ne va pas frapper directement la pierre, mais va passer par-dessous, là, comme ça, et de les faire tomber et de les avaler.
Et là, d'ici l'hiver prochain, eh ben, l'ensemble va reculer. Et il faudra de nouveau reprendre son mal en patience pour avoir de la sécurité. Et en fait, au bout d'un moment, on comprend que cette sécurité, on ne l'aura jamais complètement dans un système aussi agressif. Et quand la maire des Saintes-Maries demande plus de digues, qu'est-ce que vous dites? Ben d'abord, elle fait son boulot parce que c'est normalement, elle est là pour protéger les habitants. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Donc ça, c'est important. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est de prendre peut-être un peu de temps devant la multitude de façons de faire, de choisir la bonne, celle qui coûtera le moins cher, celle qui sera le plus tolérable au niveau paysager, etc. Quand on demande ce qu'on peut faire dans ce cas-là, ben on prend son vélo et puis on va en Hollande. En général, ils ont tout fait. Donc par conséquent, ils savent faire. Donc on doit savoir faire quelque chose ici de correct. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et ce qui inquiète les gens, c'est que ce n'est pas un investissement. Hein, on met tant de milliards et puis après on est peinard. Non, l'année d'après, il y aura 3 cm de plus. Et il faudra vraisemblablement, au bout de 10 ans, recommencer. Une fuite en avant, une course contre la montre et les éléments. À la fin du siècle, si la hausse des températures dépasse les 2 ou 3 degrés, c'est une augmentation du niveau de la mer de 1 mètre. Un nouveau monde qu'il faut inventer aujourd'hui pour éviter d'être pris de vitesse.